Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va démarrer, même s'il y a des gens qui continuent à arriver. On va parler de TypeScript tous les deux cet après-midi. Avant de démarrer un peu plus, on va faire un petit sondage à main levée. On en fera un plus interactif après. Est-ce que dans la salle, ceux qui ont déjà écrit une ligne de TypeScript peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas mal quand même. Ok. Bon, les autres, on va essayer de vous convaincre. On va essayer de voir si vous ne connaissez pas. On va se présenter rapidement. Je m'appelle Vincent Goulinski. Moi, je travaille chez S2I en tant qu'architecte logiciel, plus sur les technos front. Moi, c'est Mathieu Bréchet. Je suis également architecte logiciel chez S2I, toujours côté technologie front. Ok, donc on a fait un sondage à main levée. Si vous voulez, on propose aussi un sondage live. Donc vous avez sur cette adresse-là et vous rentrez le code. Et puis il y a une seule question à répondre, en gros, ES6 ou TypeScript pour votre prochain projet. Il y aura les liens au fur et à mesure des slides pour compléter. On verra le résultat à la fin de la session. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Quand on a un projet à démarrer, on a un petit gentil chef de projet qui vient nous voir en nous disant « il y a quelque chose de nouveau, projet super sympa, on peut faire les technos qu'on veut, il n'y a pas de problème, donc lâchez-vous ». Donc on arrive à un dilemme éventuellement de se dire quel techno on va prendre, quel stack, quel framework, etc. Donc là, nous, on va se focuser que sur ES6 ou TypeScript. Le projet qu'on a développé, pour le coding, le live coding, on a simplifié un peu. On a pris l'interface graphique du Coding Game Challenge qu'on a fait hier matin, pour ceux qui étaient là. Donc il y a un petit combat de chevalier avec des petits bonhommes qui se donnent des coups. Hein. C'est pas super compliqué. Donc là, le projet, c'est juste développer la partie métier en JavaScript. On a déjà les sources HTML et CSS. Il y a juste à tout brancher. Donc là, on va arriver à un dilemme. Quel techno on choisit? On est en 2017, on a des frameworks dans tous les sens. En front, il y en a un qui sort tous les mois. Il y a le ES6 qui est déjà présent depuis 2-3 ans, qui est supporté par pas mal de navigateurs, etc. Donc ça, on a ça à dispo. On a TypeScript aussi qui commence à faire son trou. Donc là, on pourrait se dire lequel on prend. Donc on va voir après que nous, on a fait le choix pour le live coding de prendre TypeScript. On vous expliquera un peu plus en détail pourquoi derrière. Donc voilà le dilemme, ES6 ou TypeScript, sachant qu'on reste sur des langages très proches du JavaScript. Bon, en tout cas, du JavaScript ou un langage très proche du JavaScript. On va voir ça après. Petit rappel des forces en présence. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ES6, je pense que tout le monde connaît. C'est supporté de plus en plus par tous les navigateurs de manière assez complète. Ça apporte, pour résumer en gros, des sucres syntaxiques assez appréciables à l'utilisation, qui hébergent des concepts assez poussés pour certains derrière. Il apporte aussi de la modularité au niveau écriture des fichiers, séparation du code dans plusieurs fichiers et bien encapsuler les choses. Il y en a d'autres, mais bon, voilà en gros en résumé. Donc c'est un challenger assez intéressant. Au niveau, ça reste du JavaScript, il n'y a pas de nouveau langage à apprendre. À côté de ça, on a un petit nouveau qui est arrivé depuis Exist, qui a été présenté en 2012, qui a été créé par le papa de Turbo Pascal, Delphi, C#, et c'est déjà pas mal, je crois. Donc ils se sont dit, et chez Microsoft, quand ils ont créé ce langage-là, on va essayer de combler les lacunes de JavaScript et de ne pas réinventer un langage comme Dart ou CoffeeScript l'avait fait, par exemple. Et on reste proche du JavaScript. Et on va le voir après. En gros, en faisant du TypeScript, vous faites aussi du JavaScript. Donc le principal point apporté par TypeScript, c'est le typage. On a enfin la possibilité de typer notre code et d'avoir ces retours-là en live en écrivant votre code. Et il commence à être un sérieux concurrent parce qu'il est porté par des frameworks comme Angular, ou il y a d'autres projets récemment qui l'ont intégré aussi. La semaine dernière, il y a Slack qui a fait un retour d'expérience sur la migration de leur appli web qui est embarquée dans Electron en TypeScript. Donc voilà, il est passé dans le survey Stack Overflow cette année en 3e position. Donc il est quand même assez intéressant. Donc voilà pour les forces en présence. Au niveau de la pratique, donc là, on s'est dit, on avait fait la presse au début au niveau du CFP, on s'est dit on va faire la presse ES6 versus
TypeScript en parallèle. Puis on s'est rendu compte que, indirectement, comme TypeScript englobe de l'ES6, ou en tout cas tous les itérations d'ECMAScript, ça servait trop à rien. Donc on va faire le live coding en TypeScript, et puis on vous parlera des spécificités ES6 ou TypeScript au fur et à mesure. Le boilerplate, on est resté sur une stack ultra simple. On a juste TypeScript plus Rollup.js pour ceux qui connaissent, donc qui est une alternative à Webpack qui est normalement plus dédiée pour du développement de librairie que de Webpack qui est plus lié au développement d'applications. Et on va juste lancer au travers d'un plugin le compilateur TypeScript et puis récupérer les fichiers JavaScript et il va nous concaténer tout ça pour nous récupérer un seul fichier à la fin. En plus, un ou deux autres outils, on verra tout à l'heure pendant la démo. Donc voilà, et on va commencer du coup avec l'intégration. On va d'abord voir la partie de la stack, les fichiers. Alors, pour commencer, on va parcourir rapidement le contenu de notre projet. Donc, on a un répertoire source avec un dossier app qui va contenir notre code TypeScript. Comme le disait Vincent, tout ce qui est style et HTML est déjà fourni, donc je ne rentre pas trop dans le détail. Ce qui est important avec TypeScript, c'est qu'il y a un fichier tsconfig.json qu'il faut configurer, dans lequel en fait TypeScript va compiler du code, va transformer le code TypeScript en JavaScript, et on peut lui spécifier le format de sortie. Donc, par exemple, là, on s'est mis en ES5 pour être compatible avec la majorité des navigateurs. La notion de module ES 2015, donc ça c'est les exports et imports module ES6. On a spécifié ça pour le plugin Rollup qui va lui en fait prendre ces imports-exports. Et on est obligé d'utiliser Rollup parce qu'aujourd'hui les navigateurs ne sont pas capables en fait de faire des imports et des exports ES6. Voilà principalement la raison de la mise en place de Rollup. Ou d'autres comme Webpack. Des choses intéressantes aussi, c'est que toutes les librairies externes qu'on va utiliser dans notre projet doivent avoir un fichier de définition. Donc pour cela, en fait, il suffit de faire depuis la version 2.2 de TypeScript, de faire un npm install @type avec le nom de la librairie qu'on va utiliser pour importer en fait le fichier de définition. Si on veut utiliser des API natives qui sont présentes dans le navigateur, TypeScript prévoit déjà les choses avec notamment la spécification ES6 et DOM qui va nous permettre en fait de récupérer les définitions pour les API ES6 et puis les éléments HTML. Un dernier fichier que je vous montre, c'est le fichier tslint.json. Donc en fait, un peu comme en JavaScript, on a une liste de règles qui va nous permettre de corriger en fait les erreurs lorsqu'on est en train de taper du code. Je vous propose directement de passer à l'étape live coding. Donc en fait, notre application, on va essayer de la découper de manière conception objet. Donc principalement, quand on fait de la conception objet, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un fichier game qui va contenir en fait tout l'applicatif de notre jeu. Donc ça va être une classe que je vais exporter à la mode ES6. Voilà, donc pour le moment, elle ne fait pas grand-chose à part ça. Et en fait, on va avoir un fichier app.ts qui va être en gros le point d'entrée de notre application. Là, on retrouve des choses un peu comme en Java ou sous Android ou des choses comme ça. On va pouvoir, grâce à ES6, en fait, implémenter des concept objects qu'avant on faisait déjà en JavaScript, mais qui étaient moins évidents. Donc là, pareil, je vais créer une classe app. Et là, je vais du coup utiliser la notion de statique, donc qui existe aussi en ES6. Par contre, la visibilité publique, privée et protected, ça c'est vraiment propre à TypeScript. Et donc là, je vais me créer un main qui va être en fait l'ensemble de mon application. Et pour le moment, qu'est-ce qu'il va faire? On va créer un objet game. Voilà. On voit que du coup, quand on utilise, par exemple, quand on
quand on utilise Visual Studio Code, l'import peut se faire automatiquement. Avec un plugin. Avec un plugin, mais c'est aussi valable dans les autres éditeurs. Et du coup, là, je peux juste directement lancer mon application. Voilà, on va juste rajouter un petit test pour voir ce que ça donne. Donc si on revient sur notre IHM. Ah oui, hop, tant pour moi. Voilà. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché? Excusez-moi. Voilà, donc on voit bien qu'on a notre application principale qui est lancée. Donc deuxième étape, toujours dans la notion de conception objet, souvent on a pour habitude en fait d'utiliser des patterns pour en gros décorréler le modèle de l'IHM et pour pouvoir transmettre des informations entre le modèle et notre IHM. Donc là on a récupéré le pattern observer qui correspond à une notion de publish subscribe pour du coup envoyer des informations à des informations de l'interface vers le modèle et inversement. Donc si on reprend un petit peu, vous êtes familier avec le pattern publish subscribe ou à peu près? Donc le subscribe, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir en entrée un nom de topic et en paramètre un écouteur et un deuxième paramètre en écouteur. Et le publish, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va dire moi je veux que j'envoie mon nom de topic et du coup on exécutera une fonction. Alors ce qui est intéressant avec TypeScript, c'est qu'on va pouvoir typer notre objet topic pour lui dire que c'est un topics interface. Et là, on va lui dire ma liste de topics, en fait, ça sera forcément des fonctions. Ça veut dire que si je lui passe toute autre chose, au moment où je vais coder, il me dira non, c'est pas possible, il faut que ce soit une fonction. Et après, qu'est-ce qu'on fait du coup souvent sur ce genre de classe? On a envie d'en avoir qu'une seule instance, donc on va créer en fait un singleton. Voilà, je vous montre un petit peu comment on peut créer un singleton. Du coup, on va utiliser la notion statique. Et là, on peut typer en disant qu'on veut un objet de type pubsub. Et ensuite, de manière publique. Hop là. On va tester du coup si désolé. Si pubsub instance n'existe pas, je vais créer une nouvelle instance, sinon je vais la retourner. Dans tous les cas, je la retourne. Mais non, c'est pas... Voilà. Et dans tous les cas, je fais un return pubsub.instance. Voilà. Donc de cette manière, alors là, il y a juste eu. Voilà. De cette manière, en fait, j'ai pu importer, j'ai réimplémenté en fait le pattern un petit peu singleton. On verra plus tard comment on l'utilise dans l'application. Pour la suite, le client, quand il nous a fourni le projet, il nous a dit moi, voilà, j'ai envie que le nom de mes chevaliers, quand je lance l'application, soit aléatoire et qu'on aille chercher des informations sur une requête distante. Donc là, comment on va le faire? On va regarder que du coup, on va pouvoir
utiliser l'API Fetch. Alors Fetch, c'est une API récente de JavaScript. Comme on est en TypeScript et qu'on a rajouté les définitions de librairie 6, on a sa définition, donc on voit qu'on va pouvoir l'implémenter, que ça retourne une promesse avec un objet de type réponse, qu'on peut avoir du JSON, et que du coup... Ah bah mince, j'ai été un peu trop loin dans le classement. Et que du coup, on récupère après un objet de type random response. Si on regarde ce que ça affiche, aujourd'hui, notre réponse, elle est constituée comment? Il y a des résultats, et nous, ce qu'on veut, c'est un nom. Donc là, on parcourt les datas, on voit qu'on a un objet name avec du coup un attribut first, et c'est ça qui va nous intéresser. Le problème avec TypeScript, c'est que si je fais random.results, results, pour moi, 0.name.first. Là, ça va bien marcher, parce qu'en fait, j'ai déjà défini un typage d'interface. Si j'avais gardé mon type response classique, en fait, là, tout de suite, il dit bah non, je ne connais pas. Parce que par défaut, en fait, la méthode fetch va retourner un objet de type response. Donc, comment on a fait pour résoudre ce problème? Simplement, on a créé ce qu'on appelle en TypeScript une interface qui va permettre de faire du boxing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va étendre l'objet réponse et puis on va lui dire eh ben voilà, mon objet réponse, il a aussi toutes les données de réponse, mais il est aussi construit de cette façon. Il a des résultats. Avec dedans, c'est quoi les résultats? C'est une liste aléatoire d'utilisateurs. Et là aussi, un objet info. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la liste d'utilisateurs aléatoires qui a du coup un attribut name, un objet name dans lequel on veut récupérer first. Donc, en créant en fait cette interface random response qui étend de réponse, je peux en fait, sinon en fait, je peux du coup TypeScript va comprendre le point result.name.first. C'est ce qui permet en fait de lui donner une définition de l'API. Alors ça peut paraître contraignant, mais c'est aussi très intéressant parce que quand du coup on va développer à plusieurs dans une équipe, ça permet vraiment de connaître l'API sans forcément avoir besoin d'exécuter la requête avant. C'est-à-dire que la personne qui aura typé l'interface va vraiment s'intéresser aussi aux objets qu'elle veut récupérer, ce qui est vraiment plus clair en fait dans les développements. Et ça disparaît à la compilation. Et chose importante, c'est que les interfaces, c'est vraiment du surplus de TypeScript qui, une fois compilé, ouais, effectivement, disparaît. Alors, après, l'étape 3. Donc là, on va parler un petit peu plus de l'interface graphique. Interface graphique. Du coup, ouais, comment ça se fait que tout est là? Ouais, je sais pas. Désolé, normalement, voilà, bon, ok. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais... Donc, l'interface graphique, donc pour gagner un petit peu de temps, j'avais fait les TypeScript. Donc, on a deux objets, en fait, un objet game pour l'IHM graphique et un objet caractère pour ce qui est pilotage des joueurs. Alors là, hop, j'avais un snippet qui permettait de créer rapidement l'objet game, parce qu'il y avait quand même beaucoup de code. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que grâce à TypeScript, on va pouvoir typer en fait les éléments HTML, ce qui va nous permettre du coup de savoir vraiment sur quel type d'éléments HTML on travaille quand on est dans notre code. Donc là, par exemple, j'ai 3 boutons et une modèle qui est au format div et une modèle texte au format div. Donc par défaut, comment on fait pour récupérer? On utilise bien sûr Query Selector qui est présent dans JavaScript. Et on va venir en fait caster par le type d'élément qu'on
qu'on connaît, enfin que nous on sait, puisqu'il est présent dans le HTML, on sait que c'est un bouton. Donc on va lui dire, bah non, ça c'est pas un élément HTML simple, c'est vraiment un bouton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on va se connecter sur les event listeners, par exemple, si on met une balise vidéo, on va avoir directement la liste des événements propres à la balise vidéo. Bon là, pour un bouton, le clic, il est présent sur tous les éléments HTML, donc du coup, ça n'a pas trop de valeur. Ouais. Voilà. Après, pour la partie caractère, hop, juste enregistrer. Donc là, pareil, hein, c'est un peu la même chose. On récupère des éléments div. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on va utiliser du coup là le templating proposé par ES6 pour en fait mettre à jour les niveaux de vie de nos personnages, l'énergie, et le bouclier. Hop. Excusez-moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, excusez-moi. Voilà. Ah, on va y arriver. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'ES6. Il n'y a vraiment pas de... On utilise vraiment les API ES6. Bon, après, si on continue toujours dans la conception de notre projet, nos chevaliers vont avoir des armes. Ça peut être différents types d'armes. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que TypeScript va nous proposer du coup ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer une interface arme comme ça, on va pouvoir s'assurer que toutes nos armes retournent une méthode getDamage avec, bien sûr, là, on peut typer le retour qui est un nombre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut créer une classe Sword qui implémente weapon voilà. Ah, ce qui est pratique, c'est que si normalement je clique sur la petite bulle, il va directement me remettre la méthode getDamage. Donc là, je vais créer une variable damage. Je lui mets une valeur 20. Alors là, on n'est pas forcément obligé de typer. Non. On n'est pas forcément obligé de typer en fait la variable damage, puisque pour les types primitifs, TypeScript va savoir reconnaître tout seul en fait que c'est un nombre. Et là, on fait un return. Voilà. Ça, voilà. Donc les petites soulignes rouges, hein, c'est juste que j'ai pas bien respecté l'indentation. C'est oups. C'est bien fait. Je vais pas copier. Voilà, et je vais créer une classe Spear, voilà, qui est une lance, qui fait un petit peu moins de damage. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est, comme on le disait tout à l'heure, les interfaces, elles sont vraiment propres à TypeScript, mais après quand je vais utiliser mon code, quand je m'attends à recevoir un objet de type weapon interface, eh ben, je suis sûr que la méthode getDamage est définie sur l'objet que je vais recevoir, puisque du coup, l'objet que je vais recevoir sera forcé d'implémenter cette interface. Donc ça évite de faire des tests sur les présences de fonctions ou des choses comme ça. Là, on est arrivé, donc on arrive du coup à la phase des chevaliers, donc ils vont utiliser l'UI plus le weapon.
Donc là, en fait, hop. Si on prend le chevalier, donc je ne vais pas tout vous redétailler, mais du coup, il y a une interface chevalier qui expose certaines données du modèle, donc la vie, l'énergie, le bouclier, qui reçoit du coup en entrée un objet UI. Le chevalier argent va implémenter la classe l'interface. Il définit le code, les méthodes d'attaque, les dommages reçus. Et donc à ce stade, normalement, notre application doit fonctionner. Voilà. Bon, par contre, on a fini par implémenter l'application. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, du coup, en termes de duplication de code, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a bien travaillé? Ou est-ce que c'est pas bien? Alors pour ça, en fait, on peut utiliser un module qui s'appelle JSCPD, qui en fait va permettre d'analyser les sources. Alors il marche avec pas mal de langages, hein, JavaScript aussi bien sûr. Là j'ai spécifié du coup TypeScript pour qu'il regarde mes sources TypeScript. J'en profite également pour vous présenter le package.json qui en fait on va retrouver en fait toutes les actions rollup utilisées pour servir notre projet et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que les définitions de type, on peut les ajouter dans le package.json. Là, par exemple, on en a mis pour tout ce qui est test unitaire. Et du coup, elles sont installées exactement comme un package module, comme un package node. Alors, si on lance, du coup... c'était quoi la commande? Pour analyser mon code. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Ah, on a un petit problème quand même, on a 12,5% de code dupliqué. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et quand on regarde de plus près, eh ben, on voit que c'est nos fameuses classes chevalier qui implémentent toutes les deux l'interface, mais qui du coup font quelquefois 2 fois la même chose. Si on regarde un petit peu plus près, hop, chevalier. Alors là, une bonne pratique de conception, ça va être de créer du coup une classe abstraite qui va permettre de factoriser en fait toutes les fonctions communes. Et si on regarde un peu plus dans le détail le code, en fait, qu'est-ce qui change? C'est juste l'intensité de l'attaque au niveau des chevaliers qui est différente. Donc on va pouvoir rendre cette méthode attaque abstraite et la réimplémenter dans chacun des deux chevaliers. Donc là, comme c'est essentiellement du déplacement de code, j'ai juste récupéré. Donc, ici c'est bon. Hop. Donc, avec TypeScript, du coup, on a la notion d'abstract qui va permettre du coup de créer une classe abstraite qui implémente l'interface, ce qui va nous éviter de redéfinir tout ce qu'il y a à définir dans l'interface dans les enfants. Donc là, on voit qu'on a factorisé toutes les méthodes. Et ce qui est le plus important, c'est cette notion de méthode abstraite qui sera à redéfinir en fait par chacun des enfants. Et là, on peut voir par exemple que on a redéfini la méthode attaque avec 0,94 et attaque avec 0,97. Et donc là, si je relance mon outil d'analyse de code, on voit que, magie, il n'y a plus de code dupliqué. Donc l'étape 6, du coup, c'était la refactorisation du code. Toujours penser à essayer de refactoriser un peu le code à la fin. Du coup, pour finir sur la partie slide, nous, les avantages qu'on voit à ES6, il y en a plusieurs. On est ouvert après dans la question-réponse. Si vous en avez d'autres, on est ouvert. Hein. Nous, ce qu'on a déjà vu, le premier avantage, c'est que c'est du JavaScript. C'est juste du JavaScript. Donc, il n'y a pas de complexité de nouveaux langages à apprendre. On reste de la syntaxe JavaScript que tout le monde connaît. Après, il faut apprendre les concepts, les dernières syntaxes, etc. Mais c'est toujours appréciable.
Le code restera au niveau visuel. On parle juste de visuel, là, plus léger que du code TypeScript. Il n'y a pas la notion de type, etc. Donc voilà, ouvrir un fichier ES6, ce sera toujours plus visuellement moins lourd qu'un fichier TypeScript avec les typages dans tous les sens. Il y a toujours la notion de modularité, mais on l'a vu, c'est supporté donc indirectement par les deux. Mais ça, ce qui a été apporté par ES6, ça a quand même changé pas mal de choses sur la structure des projets. Les inconvénients, nous on voit sur ES6. Le premier, c'est que voilà, faut apprendre un peu les concepts des nouvelles syntaxes. C'est pas voilà, alors que c'est pas voilà, faut prendre un peu faut regarder un peu la doc, faut regarder quelques formations, faut regarder comment fonctionnent les API, les implications que ça a sur le code, etc. Ça peut solutionner pas mal de problèmes qu'on avait avant en ES5, mais voilà, faut quand même savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et l'inconvénient aussi, c'est que ça reste du JavaScript. Donc les erreurs vont être un peu plus dures à trouver, on va le voir après avec TypeScript, que si ça avait été fait à la compilation ou pendant l'écriture de code. Donc ça, voilà, ça reste, ça tire pas éventuellement parti de tout ce qu'a logiquement proposé TypeScript. L'avantage numéro 1 pour TypeScript, c'est que du coup, on est presque typé. Donc le troll habituel de dire ouais, les javaïstes, les JavaScript man, là, vous êtes gentils, mais vous êtes dynamiquement typé. Ben là, celui-là, on peut commencer à arrêter de l'entendre parce que voilà, ça commence à arriver. C'est pas encore dans le langage, c'est pas encore supporté nativement par les browsers, mais ça arrive. Donc ça, c'est appréciable. Et puis les autres avantages qu'on a, c'est que TypeScript, comme il wrap ES6, ES7, ESNext, etc., ça reste aussi du JavaScript. Donc il n'y a pas de révolution à faire sur le projet. On peut migrer un projet JavaScript très facilement en TypeScript sans problème et travailler éventuellement petit bout par petit bout et commencer à migrer. Et le retour de Slack, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont commencé à migrer petit à petit leur projet. Ça c'est assez intéressant. Il a une transpilation native en installant juste TypeScript, il va vous transpiler, on l'a vu tout à l'heure dans le package.json, il va vous transpiler juste de l'ES5. Avec de l'ES6, il aurait fallu installer Babel en plus et le configurer éventuellement aussi. Bon voilà, c'est supporté en direct, c'est toujours appréciable d'avoir un outil en moins installé. Ça fait quelques dizaines de secondes à attendre en moins quand on fait le npm install, mais c'est toujours appréciable. La vitesse d'exécution du JavaScript peut être légèrement un peu plus rapide parce qu'on a évité de faire des tests de type-off dans tous les sens à des entrées de fonctions, des paramètres, est-ce qu'on nous renvoie bien une string, etc. C'est du Pouyen de perf, mais c'est toujours appréciable. Il y a le support des IDE, on l'a vu dans VS Code, qui est très bon pour tous les IDE. Au niveau des erreurs, on a un retour live du code qu'on a écrit. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que l'API qu'on a utilisé, est-ce que le paramètre qu'on a envoyé est bien du bon type. Donc ça, c'est super appréciable par rapport à de l'ES6 où en gros, comme on fait toujours, on code et puis on va voir dans le DevTools de Chrome s'il n'y a pas d'erreur ou si on arrive à reproduire l'erreur ou le scénario. Alors que là, en TypeScript, on a direct le retour En fait, ça compile même pas. Oui, en plus, voilà, c'est ça. Il y a une erreur, donc du coup, ça compile pas, donc vous n'avez pas votre JS en sortie. Et puis, du coup, il y a des contrats sur les API que vous allez exposer qui seront plus clairs pour les autres développeurs de votre équipe, ou en tout cas avec l'autocomplétion, avec tous les IDE, on sait ce qu'on a à fournir en entrée d'une fonction, on sait les types qui sont envoyés, etc. Donc c'est beaucoup plus appréciable. Et c'est beaucoup plus dynamique que des JSDoc avec des paramètres, des commentaires, des arrobas param, etc. qui éventuellement des fois peuvent ne pas être mis à jour, alors que là, voilà, c'est porté par le langage. Donc ça, c'est toujours appréciable. Au niveau des inconvénients, nous, ce qu'on voit, c'est que, on l'a pas démontré dans le live coding, mais l'intégration de librairie JS externe est un peu, pas laborieux, mais ça fonctionne avec le scoping npm @types. Donc alors si le développeur de la librairie a éventuellement très bien fait son boulot, il peut fournir en même temps que dans le package de la librairie ses fichiers de définition pour que du coup TypeScript connaisse toutes les API de la lib, qu'est-ce qu'elle renvoie, les typages, etc. Il y a plein de projets où vous allez faire un npm install de votre lib et puis à côté il faut faire un npm install de @types de / lodash par exemple. Et il se peut qu'il y ait des problèmes de version qui ne soient pas la lib est mis à jour et puis pas le types, etc. derrière. Donc ça peut poser des problèmes aussi.
Il y a toujours une petite phase de compilation. Alors nous, le projet il est ultra léger, mais des gros projets assez conséquents, ça peut prendre un peu de temps, donc c'est toujours assez embêtant en codant en live d'avoir une phase de compilation avant de voir ce que ça donne dans le browser. Mais bon, ça, faut pas passer outre pour l'instant. Donc nous, suite à ça, notre conclusion, c'est essayer TypeScript, adoptez-le, n'hésitez pas à l'implémenter sur des petits projets ou des projets un peu plus conséquents en y allant petit bout par petit bout, vous commencez à migrer des parties de votre projet petit à petit. C'est que notre point de vue, mais nous on trouve que sur les projets sur lesquels on l'a utilisé, ça a apporté pas mal de choses sur le code qui va être un peu plus simple, il y aura moins de tests, il y a un peu plus alors pas de clarté, mais en gros voilà, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. Donc là, nous, franchement, de ce côté-là, on trouve que c'est assez appréciable. Donc voilà, on vous recommande. On a pris le parti de dire voilà, certes ES6 c'est intéressant, il propose pas mal de choses au niveau syntaxique, etc. Mais TypeScript, lui, avec tout ce qu'il a en plus. Vraiment, c'est très intéressant. Il y a des cycles de release qui sont de plus en plus serrés. Je crois qu'ils sont tous les 3 à 6 mois. Donc ils apportent pas mal de choses à d'autres frameworks. Il y a d'autres frameworks qui travaillent avec l'équipe TypeScript, Angular ou Dojo ou d'autres pour faire bouger les choses. Donc il n'arrête pas de progresser, il n'arrête pas d'être de plus en plus mature pour proposer tout un tas de choses. Et bien entendu, il reste dans la notion de j'englobe ECMAScript, donc les nouvelles versions, les nouvelles itérations, il les supporte, il propose des nouvelles choses, il travaille avec le consortium qui met en place les drafts de normes, et voilà, dès qu'il y a des choses qui semblent intéressantes, ça descend dans la norme ECMAScript et ça reste pas dans la partie TypeScript derrière. Donc voilà, on va regarder rapidement le petit live là sur le sondage pour voir un peu si ça se décale un tout petit peu, il y a un peu... Et 40% pour LS6, il y a un petit peu plus pour 56% pour TypeScript. Donc, on espère que pour ceux qui n'avaient pas levé la main tout à l'heure, vous allez essayer prochainement sur votre projet d'utiliser TypeScript. Et puis, on vous remercie. Si vous avez des questions, il reste un peu de temps. On est un peu vite. Merci.